Eh bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs du festival de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. Donc on est dans un cycle sur les origines de la vie, les premières formes de vie. Et j'ai un petit peu filouté parce que je ne vais pas vous parler des toutes premières formes de vie, mais je vais vous parler de ce qui m'intéresse et ce sur quoi je travaille, qui est l'oxygénation de la Terre. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de liens avec les premières formes de vie. Donc, je voudrais remercier le laboratoire dans lequel je travaille, qui me permet de faire les recherches que vous allez voir un petit peu après, qui est le laboratoire Biogéosciences de Dijon, et puis aussi l'Institut de physique du globe de Paris, où j'effectue une grande partie des manips de recherche, et puis donc l'Université de Bourgogne et l'Observatoire des sciences de l'univers. Donc, merci à eux qui soutiennent ma recherche. Donc, je vais commencer avec cette petite figure qui est une vision de l'histoire de la vie au cours des temps géologiques. Alors, j'ai mis une vision parce que, en réalité, j'aime pas trop cette figure. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mise ici. Donc, c'est une figure qui est assez classique, que peut-être vos profs de SVT ou de sciences naturelles, pour les plus âgés d'entre vous, vous ont déjà présentée. Donc on y voit un petit peu l'évolution de la vie à partir de l'actuel. Ici, nous on est ici. Et puis au cours des temps géologiques, donc avec ces trois divisions qu'on appelle le paléozoïque, le mésozoïque, le cénozoïque, ou ère primaire, secondaire, tertiaire, si vous êtes de l'ancienne génération. Et donc si on part de nous, ou des... Nous, on est, ici, on peut remonter aux premiers hommes, aux primates, et puis à des formes de vie plus anciennes qu'on connaît bien, les dinosaures, les mammifères, les oiseaux, les plantes, etc., etc. Et puis en remontant de plus en plus loin, on a des formes de vie plutôt aquatiques. Si vous êtes un petit peu paléontologue dans l'âme, peut-être vous reconnaîtrez les trilobites, qui sont des arthropodes typiques du Cambrien. Et quand on regarde cette figure, on a l'impression que l'essentiel de la vie sur l'histoire de la Terre, c'est tout ça. Et moi, j'aime pas trop cette figure parce que donc, même si l'échelle ici est correcte, voilà, on a l'impression que le plus vieux, c'est un petit peu ces formes-là jusqu'à nos jours. Mais moi, je préfère cette vision-là, qui est une vision plus représentative. Et si je replace ces formes de vie que vous aviez juste avant, donc ici, on a les premiers hominidés. Donc là, cette vision, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est sous forme d'une horloge. Et à 0h00, on a la formation de la Terre, donc il y a 4,57 milliards d'années. Et donc, on fait 24 heures, on fait le tour de l'horloge, et à 24 heures, donc à minuit, c'est nous, aujourd'hui, actuellement, à Florence. Et si on découpe donc l'histoire de la Terre en cette horloge de 24 heures, et qu'on replace un petit peu les formes de vie dont je vous ai parlé juste avant, donc on a nos hominidés. Alors là, on est très très proche du 24 heures, on est à 23h55 et même plus. Donc on est très très proche de nous à l'échelle de l'histoire de la Terre. En général, quand on dit qu'on est géologue et qu'on parle de fossiles ou d'êtres vivants anciens, on me dit tout de suite les dinosaures. Et les dinosaures, à l'échelle de l'histoire de la Terre, ils ne sont pas si vieux que ça. Parce que, hop, si on remet ici nos dinosaures et qu'on va jusqu'à l'heure, notre équivalent horaire, on serait vers 22 heures. Donc finalement, les dinosaures, ils ne sont pas très loin de nous, en termes de temps. Pareil pour les mammifères. Ici, vous avez les plantes à fleurs et puis les plantes terrestres. Donc, plantes terrestres, on est peut-être vers 21 heures, on n'est toujours pas si loin de nous que ça. Et puis, si on rajoute ce qu'il y avait sur la frise précédente, vous avez
la sortie des eaux chez les vertébrés, les oiseaux, les premiers poissons ou formes assimilées, et puis on retrouve nos arthropodes du Cambrien, nos trilobites. Donc en fait, ce qui constituait sur le schéma précédent l'impression des formes de vie tout au long de l'histoire de la Terre, ça forme seulement les 2 dernières heures, ou peut-être entre les 2 ou 3 dernières heures de l'histoire de notre planète, sur une échelle toujours de 24 heures. Donc la question qu'on peut se poser, c'est « et avant ?» Avant, il y avait quoi? En fait, pendant les 3/4, ou même plus, de l'histoire de la Terre, qu'est-ce qu'il y avait avant toutes ces formes de vie? Donc les études des biologistes, qui sont surtout des études d'horloge moléculaire, donc avec des études de génétique, nous indiquent que les premières formes de vie sur Terre seraient apparues dans ces eaux-là, autour de 3,8 milliards d'années, donc 3800 millions d'années. Et ces êtres vivants, c'est des êtres vivants unicellulaires, donc à une seule cellule, c'est des bactéries, des êtres vivants microscopiques. Et pareil, toujours ces études moléculaires nous indiqueraient que les organismes pluricellulaires, donc à plusieurs cellules, seraient apparus ici, à un petit peu près, on va dire, vers 2 milliards d'années, donc vers 13h30, 14h, toujours sur notre horloge. Donc ça peut nous faire réfléchir à plusieurs choses. Déjà, au fait que toutes ces formes de vie qu'on imagine très anciennes sont, à l'échelle de l'histoire de la Terre, plutôt récentes, et que les 3/4 de l'histoire de notre planète, c'était des micro-organismes qui dominaient les environnements, donc des micro-organismes à une seule cellule, ou un peu plus tard des micro-organismes à plusieurs cellules, donc pluricellulaires. Donc ça aussi, ça pose peut-être une question qui est, vous aurez mercredi le marathon des transitions, et souvent on nous parle de préservation, et quand on nous parle de préservation, en général, on sous-entend préservation des formes de vie qui nous ressemblent, donc de toutes ces formes de vie un peu là, et on oublie que ces formes de vie qui nous ressemblent, c'est une très petite partie de l'histoire de la Terre. Donc si on enlève l'histoire très récente, il nous reste tout ça, qu'on appelle le précambrien, donc qui est composé de l'AD1 que je vous ai enlevé ici, parce qu'on n'a pas de forme de vie connue, et puis de 2 grandes périodes qui sont l'Archéen et le Protérozoïque. Et la question, ça peut être, l'Archéen, c'était comment? À quoi ça ressemblait? À quoi ressemblaient les environnements dans lesquels ces micro-organismes se développaient, proliféraient peut-être, on ne sait pas trop. Voilà, à quoi ressemblait la Terre à cette période. Alors évidemment, on n'a pas de photos, on n'a pas de réponse très précise, mais on a quand même des indicateurs qui ont permis à des artistes de nous faire des visions d'à quoi ça pouvait ressembler. Ah oui, là je vous avais mis cette petite diapo. Donc l'Archéen, c'était comment? Est-ce que c'était la plage et l'éclate pour les micro-organismes? Est-ce que c'était des conditions agréables ou plutôt des conditions qu'on pourrait qualifier d'hostiles ou de difficiles à vivre? Alors souvent, la vision qu'on a de l'Archéen, c'est que ça ressemblait peut-être à ça. Donc pour nous, ça paraît assez hostile. Donc du moins, c'est ainsi qu'on l'imagine. On imagine un monde qui aurait été plutôt chaud, donc avec des températures plutôt élevées. La mise en place progressive de petits bassins, alors océaniques, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas la mise en place progressive des océans avec ces petites flaques qui vont devenir de plus en plus grandes. Et puis, dans l'atmosphère, vous voyez ce nuage. Donc on imagine qu'il y avait beaucoup de gaz à effet de serre, notamment par exemple le dioxyde de carbone, le méthane, des gaz soufrés ou des gaz azotés comme le protoxyde d'azote. Donc une atmosphère plutôt peu clémente pour des formes de vie telles qu'on a l'habitude d'en croiser aujourd'hui.
et puis également un rayonnement assez intense et destructeur, qui en tout cas ne permettait pas l'existence de formes de vie telles que les nôtres. On imagine aussi l'Archéen comme une période où on avait beaucoup de volcanisme. Donc ici, voilà, on aurait eu un volcanisme intense. On retrouve toujours ces débuts d'océan, ces petites mers, et puis je vais vous reparler un petit peu de ces structures qu'on voit ici. Donc on imagine ça un petit peu avec des environnements qui ressembleraient à des sources chaudes, type Yellowstone. Et puis l'Archéen, on l'imagine également comme un moment où on a beaucoup de cratères, ici comme ça, puisque c'est une période où on a encore beaucoup de bombardements météoritiques. On a des restes de ce qu'on appelle le bombardement météoritique tardif, donc beaucoup d'impacts qui créent ces cratères ici, dans lesquels on peut éventuellement avoir un ennoiement. Et puis une lune assez jeune, qui vous est représentée ici comme ça. Et surtout, à l'Archéen, on imagine, ou on sait, je vais vous le dire après par différents indicateurs, que l'atmosphère, et certainement les proto-océans, étaient dépourvus d'oxygène. Donc ça, c'est assez important parce que nous, et puis toutes les formes de vie que je vous ai présentées un petit peu juste avant, les plantes, la plupart des organismes animaux, ont besoin d'oxygène pour vivre, se reproduire, proliférer, etc. Donc comment on sait que ces environnements précambriens, et en particulier archéens, donc entre la formation de notre Terre qui était un petit peu avant, donc l'Archéen c'est entre 4 milliards d'années et 2,5 milliards d'années, comment on sait que ces environnements ne contenaient pas d'oxygène, donc à la fois dans l'atmosphère mais aussi dans les océans? Il y a un grand nombre d'indices géologiques, alors je ne vais pas tous vous les présenter, mais un indice géologique c'est par exemple ce qu'on appelle les red beds, donc qui sont des paléosols, donc des restes de sols continentaux, qui ont cette couleur rouge. Donc vous les voyez ici représentés, ça c'est au Blythe River Canyon en Afrique du Sud. Et ces couches rouges, la couleur rouge est due à un minéral qui s'appelle l'hématite, donc qui est un oxyde de fer, Fe2O3. Et cet oxyde de fer, il va être produit. Donc il va être produit quand le fer va être oxydé. Et pour oxyder du fer, il faut un oxydant très fort, dont on n'imagine pas que ça puisse être autre chose que de l'oxygène. Donc quand on commence à retrouver ces paléosols, ici, ces red beds, ces paléosols rouges continentaux, on imagine que c'est parce qu'on a des grandes quantités d'oxygène qui étaient présentes. Et puis quand on ne les retrouve pas, quand on trouve du fer sous forme réduite, on imagine qu'il n'y avait pas d'oxygène, parce que s'il y avait eu de l'oxygène présent, le fer aurait été oxydé et on aurait retrouvé ces minéraux. On a la même chose dans les milieux plutôt océaniques, avec ce qu'on appelle dans le jargon du géologue des BIF. BIF, c'est pour Banded Iron Formations, c'est des formations de fer rubané. Donc vous avez un exemple ici, ça c'est un des échantillons sur lequel j'ai travaillé, qui vient du Brésil. Et dans ces BIF, on a une alternance de couches rouges sombres et de couches plutôt grises. Alors les couches plutôt grises, c'est de la silice, c'est du SiO2, du coup souvent du quartz. Et puis les couches rouges, on retrouve nos oxydes de fer, l'hématite notamment, mais ça peut être d'autres oxydes de fer. Et donc ces formations de fer rubané, ces BIF, on les trouve dans l'histoire de la Terre, on en trouve beaucoup, je devrais dire, à un moment qui est, on va dire, qui commence un petit peu avant 3 milliards d'années, et puis qui se finit un petit peu après 2 milliards d'années. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on imagine qu'il y a eu un apport d'oxygène pour qu'on puisse oxyder le fer qui était avant dans les océans sous forme réduite, et puis qui
à donner des minéraux oxydés, donc comme l'hématite qui a ses couleurs rouges. En gros, si on veut se la faire simple, c'est le fer qui a rouillé. Donc ça, c'est un indice, c'est un des indices d'arrivée d'oxygène sur Terre. On en a pas mal d'autres. On a par exemple des minéraux qui vont être sensibles à l'oxygène, à l'oxydation, donc qui vont être oxydés en présence d'oxygène. Vous avez peut-être par exemple, vous connaissez les pyrites, qui sont des sulfures de fer, et ces pyrites, elles vont être très facilement oxydées. Et quand on retrouve dans les roches sédimentaires des pyrites qui ne sont pas oxydées et qui ont une belle forme qui n'a pas été transportée, et bien ça aussi c'est un bon indicateur du fait qu'il n'y avait pas d'oxygène dans le milieu qu'on regarde. Il y en a plein d'autres, les dépôts de sulfate. On a aussi des indices plutôt atmosphériques, je ne vais pas trop détailler, mais qui sont des fractionnements indépendants de la masse du soufre, c'est-à-dire qu'on va mesurer un élément chimique qui est le soufre, et on va regarder sa photochimie dans l'atmosphère. Et pareil, on va voir autour de 2,5 milliards d'années eh bien, un changement dans ces isotopes du soufre. Donc tous ces indices géologiques, on va dire, d'oxydation des environnements terrestres, on observe un changement ici, à la transition entre l'archéen et le protérozoïque. Alors ce n'est pas toujours extrêmement bien défini, mais en tout cas, on observe une oxydation des environnements terrestres à cette époque. Donc la question, c'est pourquoi on a une arrivée d'oxygène à cette époque sur une Terre qui était anoxique, dépourvue d'oxygène, et puis comment cet oxygène il est arrivé là. Je vais peut-être passer là. Donc je vous ai dit que cette oxygénation des environnements terrestres, on l'a datée un petit peu près aux alentours de 2,5 milliards d'années, donc à la transition entre l'archéen et le protérozoïque. Et c'est ce qu'on appelle le GEE, ou grand événement d'oxygénation. Ce grand événement d'oxygénation, il n'est pas très bien daté. On a des indices qui sont autour de 2,5 milliards d'années, mais on n'est pas trop sûr de quand ça s'est réellement produit. Et surtout, on ne sait pas si l'atmosphère et les océans ont subi ce grand événement d'oxygénation en même temps. Donc la grande question, c'est déjà cet oxygène, d'où il vient? Comment il est arrivé là? Si on regarde cette frise que je vous ai remise, on peut peut-être émettre une hypothèse, c'est que sur Terre, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de changements. En tout cas, là, on ne voit pas beaucoup de changements. Si ce n'est, et puis il n'y avait pas beaucoup d'espèces vivantes présentes. Donc, l'hypothèse qui a été faite, c'est que peut-être cet oxygène, il était arrivé grâce aux micro-organismes, qui étaient les seuls êtres vivants qui peuplaient la Terre. Donc grâce à ces organismes unicellulaires, grâce à ces bactéries. Donc je vous ai remis alors, les questions, non pas les questions, mais des questions parmi d'autres. Je vais peut-être, j'en développerai certaines, mais pas toutes. Donc les questions qu'on a, c'est à quelle échelle spatiale s'est produite cette oxygénation des océans et de l'atmosphère? Est-ce qu'elle a été plutôt brusque ou progressive à l'échelle des temps géologiques? Est-ce que ça s'est fait d'un coup? Ou est-ce que ça a été progressivement? On a eu un petit peu d'oxygène et puis de plus en plus. Est-ce qu'elle est synchrone à l'échelle des différentes formations géologiques? Donc est-ce qu'elle s'est faite au même moment partout? Est-ce qu'elle s'est développée à partir de plusieurs pôles à droite à gauche? Et comment distinguer dans nos études les changements globaux, c'est-à-dire les changements qui affectent la planète de concert, ou les changements qui sont vraiment à l'échelle locale. Et je reviendrai à ces questions après. Mais donc, ce que je vous disais juste avant, c'est que au début, ce qui s'est imposé, c'est que ce grand événement d'oxygénation, il avait peut-être un rapport avec le vivant, avec ces micro-organismes qui peuplaient la Terre. Et pourquoi? Alors,
Oui, donc est-ce qu'il y avait un lien entre les micro-organismes et l'oxygénation? Alors pourquoi on a eu cette hypothèse? C'est parce que sur la Terre actuelle, on a beaucoup d'espèces de micro-organismes qui sont capables de photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire qui sont capables de produire de l'oxygène en présence de lumière, et qui, alors, éventuellement en sont consommateurs, mais en tout cas sont capables de produire cet oxygène actuellement dans des environnements qui en sont dépourvus. Et ces organismes, la plupart sont des cyanobactéries, donc qu'on confond souvent avec des algues, parce que ça forme, des fois je vais vous montrer juste après, ces genres de films qui sont bien verts à la surface des blancs d'eau. Mais donc, ce sont bien des bactéries, des organismes unicellulaires qui peuvent prendre plusieurs formes. Alors vous voyez qu'on a des formes plutôt rondes, ici plutôt arrondies, on a des formes qui sont plutôt filamenteuses. Et donc ces micro-organismes qu'on trouve encore actuellement sont capables de produire de l'oxygène. Donc on se dit, eh bien, si sur la Terre précambrienne, sur la Terre archéenne, on avait des micro-organismes, il est possible qu'il y ait eu ces micro-organismes producteurs d'oxygène et que ce soit eux qui aient amené l'oxygène qui a ensuite permis à toutes les autres formes de vie de se développer. Donc ici, je vous ai mis des exemples de cyanobactéries actuelles. Donc c'est ce qui parfois forme ces grands blooms de centaines de milliers, voire de millions de milliards de bactéries qui se développent à la surface de l'eau et qui ne sont pas toujours très bénéfiques pour nos plans d'eau actuels, qui vont eutrophiser le milieu. Donc ici, vous avez différents exemples de ces cyanobactéries. Et ces cyanobactéries, ils peuvent s'organiser sous forme de biofilms. Donc les biofilms, c'est l'accumulation en pellicules très fines de centaines de ces bactéries. Ça peut être d'épaisseur variable. Et quand ces biofilms s'accumulent, ça va former ce qu'on appelle des tapis microbiens, donc des fines couches. Et plus on empile les couches, plus ça va nous faire une épaisseur conséquente de ces micro-organismes qui sont au sein d'une matrice un peu gélatineuse qu'on appelle une EPS pour exopolysaccharides. Et donc, ces films empilés les uns sur les autres, avec des bactéries photosynthétiques, donc capables de produire de l'oxygène, ça va nous former ces genres de tapis un petit peu visqueux, comme ça, qui sont formés de l'accumulation de toutes ces cyanobactéries. Donc ça, c'est dans des environnements actuels. Il y en a notamment beaucoup au Mexique, mais il y en a dans plein d'environnements. Donc ici, je vous ai mis des exemples de ces tapis microbiens, plus ou moins avancés. Donc on voit ici sur un plan d'eau, ici sur ces grandes lagunes. Et puis, quand ça s'accumule, ça peut former des concrétions qui sont assez massives. Ici, vous avez aussi un exemple en bas à gauche. Donc des exemples de ces tapis microbiens, de ces biofilms. Et on s'est aperçu que ces accumulations de tapis microbiens, ça se lithifiait, c'est-à-dire que ça se transformait progressivement en roche, à la fois parce que ces micro-organismes sont capables, dans beaucoup de cas, de précipiter de la matière minérale, souvent sous forme de carbonate, de calcaire ou autre. Et il y a un endroit qui est très emblématique de cette précipitation, c'est la baie de Shark Bay, la baie des requins en Australie, que vous avez localisée sur la carte en bas à gauche. Et donc c'est ces tapis microbiens, que je vous ai montré juste avant, comme ça, qui vont progressivement se lithifier, donc en fait se transformer en roche, et puis la matière organique, la matière vivante, va progressivement être dissoute, être digérée, se dégrader, etc. Et il va rester ces concrétions minérales, donc souvent en carbonate, qui vont former comme ça des morphologies qui sont souvent en dôme. Donc ici, vous avez des très belles images de ces environnements australiens, où vous avez comme ça ces gros dômes de structures rocheuses qui résultent de l'activité de micro-organismes, de l'activité de ces cyanobactéries, et qu'on appelle des stromatolites. Donc les stromatolites, c'est
des concrétions souvent carbonatées qui vont résulter de la lithification de tapis microbiens empilés les uns sur les autres, et donc de l'activité de ces micro-organismes, de ces cyanobactéries. Donc ça, on est toujours dans des environnements actuels. Hop, et là, je vous ai remis quelques photos. Ça forme ces dômes, et puis vous allez voir que j'ai des photos après. Si on les coupe dans la tranche, on va voir l'accumulation des tapis microbiens fossiles. Donc pourquoi je vous parle de ces stromatolites? Parce qu'on en a des très beaux spécimens qui sont préservés dans le registre géologique. Donc ici, vous avez des stromatolites fossiles qui sont en coupe. Et eh bien, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est si on retrouve ces stromatolites dans le registre fossile, dans le registre sédimentaire, eh bien, ça nous indique des traces d'une activité microbienne passée et potentiellement de micro-organismes producteurs d'oxygène. Donc ça peut être un bon moyen de détecter ces micro-organismes dans le registre fossile et donc d'avoir un indice indirect de l'oxygénation. Donc il suffirait de retrouver ces structures dans les roches pour attester peut-être de la présence de vie microbienne et ou de vie microbienne productrice d'oxygène. Ce serait trop facile. Donc ça a été utilisé comme indicateur de l'émergence de formes de vie dans des roches qui sont très anciennes, 3,7 milliards d'années, et qui proviennent du Groenland. Et je n'avais pas pensé à ça, mais hier en voyant les conférences sur les controverses, je me suis dit que ça aurait fait une très bonne controverse, et ça fait toujours une très bonne controverse. Est-ce que la découverte de ces structures potentiellement microbiennes est un indice irréfutable de la preuve de vie? Eh bien, pas forcément. Donc ici, je vous ai mis deux études que je vais un petit peu détailler après. Donc l'une qui s'intitule donc « Émergence rapide de la vie », qui est montrée par la découverte de structures microbiennes datées de 3,7 milliards d'années. Donc c'est un article de 2016 qui a été publié dans la célèbre revue Nature. Et puis, 2018, eh bien, toujours dans la même revue, a été publiée une étude des mêmes structures qui pensait réévaluer ces preuves de vie à 3,7 milliards d'années dans des roches groenlandaises. Donc là, je vous ai mis l'article original donc de 2016, le premier article. Et donc, cet article nous disait qu'on avait des signatures isotopiques, je vais y revenir après, qui jusque-là étaient débattues dans les roches métamorphisées, ça veut dire des roches qui ont été altérées, qui ont subi une augmentation de température et de pression, ce qui est indéniablement le cas de toutes les roches très âgées. Donc, qui ont été découvertes dans la ceinture d'Isua, au Groenland. Et puis, les auteurs décrivent des stromatolites, donc comme ceux que je vous ai présentés avant, de 1 à 4 cm de hauteur. Donc, ces structures qui sont empilées, qui sont en couches macroscopiques, et qui, selon eux, attestent de la présence de communautés microbiennes dans ces roches groenlandaises datées de 3,7 milliards d'années. Et donc ce seraient les plus vieilles traces de vie détectées dans le registre géologique. Et puis cet article de 2018 qui souhaite réévaluer la découverte de ces formes de vie, tente de dire que ce ne sont pas des preuves de vie, puisque ces structures, selon eux, ne sont pas des structures biologiques et sont des structures qui auraient été formées par des processus post-dépôt, donc des processus qui se produisent après le dépôt de la roche, sous l'effet d'augmentation de la température, par exemple, ou d'augmentation de la pression, et éventuellement de déformation. Donc pour eux, ce n'est pas des structures microbiennes préservées, mais une altération de la roche au cours du temps avec ces augmentations de pression, de température et cette altération.
Et donc, ils invitent à la prudence quant à l'interprétation de structures morphologiques dans les roches sédimentaires. Donc les structures en question, ça ressemblait à ça. Donc en haut, à droite et à gauche, vous avez les figures de l'article de 2016 qui montraient ces structures un petit peu en dôme. Donc effectivement, on pourrait penser que ça ressemble aux structures que je vous ai montrées avant, ces tapis microbiens qui sont les uns sur les autres. Et puis en bas, vous avez les figures de l'article de 2018, donc qui n'ont pas regardé exactement le même endroit, mais qui ont regardé la même formation à quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres d'écart, et qui, eux, disent que ça s'est fait par contrainte, par déformation de la roche avec le temps. Donc ça nous indique quoi? Ça nous indique, donc moi je ne vais pas prendre parti, est-ce que ces structures sont effectivement des structures microbiennes ou pas? J'en sais rien. Ce que j'en retire, et ce que je pense beaucoup de personnes en retirent, c'est que la morphologie n'est pas un indicateur suffisant, surtout s'il est employé seul. Et si on n'a que la morphologie, ce sera toujours un indicateur controversé, parce qu'on pourra nous dire oui, alors ça ressemble à un tapis microbien qui était fossile, mais peut-être que c'est autre chose, peut-être que la roche est déformée, peut-être que c'est altéré, on n'en sait rien. Donc la morphologie, ça peut être intéressant, mais c'est jamais un indicateur suffisant de témoin de présence de micro-organismes fossiles. Dans la même lignée, cette invitation à être prudent, c'est utilisé aujourd'hui pas mal sur des gens qui prévoient ou travaillent déjà sur ces biosignatures sur Mars. Alors ici, je vous présente des travaux d'une chercheuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Julie Cosmidis, qui travaille à l'université d'Oxford, et qui s'est dit, ces biosignatures, c'est intéressant. Alors là, c'était dans le contexte de rechercher des biosignatures sur Mars, c'est la même chose sur la Terre ancienne. Et cette chercheuse, dans son laboratoire, elle fait des expériences où elle met différents éléments chimiques dans un milieu où il n'y a pas la vie, et elle regarde, dans différentes conditions de pression, température, etc., les structures conformes. Donc ici, c'est des expériences qui ont été faites avec du carbone et du soufre, et qui sont, je trouve, très intéressantes. Et ça, c'est des photos de structures microscopiques qu'elle a réussi à produire dans son laboratoire sans aucune influence du vivant. Et donc là, on voit très bien qu'on a des structures qui sont un petit peu rondes, des structures qui sont filamenteuses, des structures qui sont plutôt en baguette, des structures qui sont en tourbillon comme ça. Et ça, ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux cyanobactéries que je vous ai montrées au début. Donc ça, c'est des études qui sont récentes et qui, à mon sens, sont très intéressantes pour nous dire que la morphologie, vraiment, prudence, parce que dans des contextes où il n'y a pas de vie, on peut, a priori, reproduire des structures qui ressemblent à des structures microbiennes. Et si ça vous intéresse, je vous invite très fortement à écouter cette conférence de cette chercheuse qui fait partie des webinaires de la Société française d'exobiologie, que vous connaissez peut-être. Et je vous le mentionne parce que c'est rare d'avoir des conférences qui sont en français. Et là, c'est une conférence qui est en français et qui est très intéressante, donc qui s'intitule « Recherche de traces de vie microbienne, attention aux faux amis ». Et selon moi, un grand nombre de gens, même des géologues, auraient un intérêt à la regarder. Donc ça, c'était le deuxième problème. Donc le premier problème, c'est qu'on ne sera jamais sûr que ce soit des formes vivantes et pas de l'altération, de la déformation, etc. La deuxième chose, c'est que peut-être on peut former ces structures sans l'influence de la vie. Et le troisième problème, c'est plutôt des aspects pratiques. Donc là, je vous montre des échantillons. Donc ça, c'est des échantillons sur lesquels j'ai travaillé. Ici, vous avez un morceau de carotte de forage qui provient d'Afrique du Sud et un du Brésil.
Donc ce qu'on fait quand on veut observer, si on veut observer ces structures microbiennes, on ne voit pas grand-chose sur un morceau de roche qui est comme ça. Donc on va scier notre roche en une tranche très très fine, à travers laquelle la lumière peut passer, et ça nous donne ce type de lame mince de roche. Donc ici, c'est une lame mince qui correspond à l'échantillon que vous voyez ici. Donc on peut se dire, bon, même si la morphologie, ce n'est pas forcément un indicateur qui est suffisant, on peut quand même la regarder, et regarder donc, ce qu'on observe dans ces roches. Et donc là, je vous ai mis un exemple pour prouver que tout n'est pas sensationnel comme les images d'avant. Donc, si je fais un petit zoom sur une partie, alors je ne sais plus si c'est de cette lame mince précisément, mais en tout cas c'est de l'une de ces lames, et on voit quelque chose comme ça. Et là, même si on pense que la morphologie est quelque chose qui est très intéressant, une fois qu'on est devant cette lame mince de roche et qu'on essaie d'évaluer si on a des traces de bactéries, c'est pas si simple que ça. Donc une fois qu'on est là-devant, on se dit, ah oui, peut-être, là il y a des amas qui sont assez ronds, mais bon, ça pourrait être des grains. Ici, on a une structure qui semble un petit peu arrondie, qui pourrait faire penser éventuellement à une structure bactérienne, mais on n'en sait rien. Donc c'est pas facile d'évaluer. Pareil ici c'est toujours cette roche d'Afrique du Sud que je vous ai montré juste avant. On a des petits amas sombres ici, comme ça, qui sont un petit peu en forme de boudin allongé. Donc ça, on peut se dire, ok, c'est peut-être quelque chose. Ici, on a quelque chose qui ressemble à un dôme. Donc là, peut-être, on se dit, ah oui, ça pourrait être un tapis microbien, comme ça. Mais en réalité, c'est très difficile d'évaluer est-ce qu'on a des restes microbiens ou pas. Donc la morphologie, pas facile. Ça peut être un bon critère, ça peut être un bon point de départ, mais c'est difficile de baser nos études uniquement sur ça. Donc le lien avec les micro-organismes, il n'est pas si facile que ça à faire en regardant la morphologie. Donc la recherche de traces de bactéries productrices d'oxygène, de traces directes, elle n'est pas évidente, et dans beaucoup de cas, elle est très controversée. Donc il va falloir trouver autre chose pour trouver des traces indirectes d'oxygénation. Et donc ces traces indirectes, elles peuvent se présenter sous la forme non pas de traces de la bactérie elle-même, mais des traces de l'activité de ces micro-organismes. Donc de l'activité de ces micro-organismes, ça veut dire de leur métabolisme, des réactions chimiques qu'ils sont capables de faire. Si on n'est pas capable de détecter vraisemblablement des micro-organismes ou leur présence, peut-être qu'on peut détecter des traces de leur activité. Et c'est pareil, vous vous doutez bien que c'est difficile de préserver directement des micro-organismes puisqu'ils vont se décomposer, ils vont être altérés. Aujourd'hui, si vous avez un tapis de feuilles qui va se décomposer, vous n'allez pas préserver grand-chose. Donc un outil intéressant pour explorer non pas la présence directe de bactéries et potentiellement de bactéries productrices d'oxygène, mais de traces indirectes, c'est-à-dire des traces de leur activité, c'est la géochimie des isotopes stables, et c'est ce sur quoi je travaille, donc je vais essayer de vous développer un petit peu ça. Et puis, je vais vous parler d'un élément chimique en particulier, qui est aussi celui sur lequel je travaille. Évidemment, il y en a plein, mais je vais me focaliser sur celui-ci, qui est l'azote. Alors pourquoi l'azote? Pourquoi c'est intéressant d'étudier cet élément chimique? Parce que c'est un constituant de molécules importantes pour le vivant. Ici, vous avez par exemple l'ADN, constituant de notre génome, la chlorophylle, qui est une molécule très importante dans la photosynthèse, et puis l'ATP, qui est une molécule impliquée dans l'énergie. Et donc, vous voyez que dans ces molécules indispensables pour le vivant, on a de l'azote. Donc l'azote, c'est très important dans le contrôle de l'activité biologique. Et puis, je vais le détailler après, mais ce qui est très intéressant avec l'azote, c'est qu'il va être dépendant de l'état d'oxydation des environnements. Donc on va pouvoir différencier différents états d'oxydation en regardant cet azote.
Et la géochimie des isotopes stables, elle est basée sur un principe, c'est que dans la nature, un élément chimique il peut avoir plusieurs isotopes, c'est-à-dire qu'on a donc de l'azote avec toujours le même nombre de protons, mais on a différents types d'azote qui ont un nombre de neutrons qui est différent. Et ce nombre de neutrons qui est différent, il va induire une différence très très petite de masse. Donc pour l'azote, on a deux isotopes, on a l'azote 14 et l'azote 15. Donc l'azote 15 est un petit peu plus lourd, infiniment plus lourd que l'azote 14, les deux étant des isotopes stables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se désintégrer au cours du temps comme des isotopes radioactifs. Et donc dans la nature, l'azote 14, c'est l'isotope majoritaire, il est présent à 99,63%, et le 15, c'est l'isotope minoritaire, donc qui est présent à raison de 0,37%. Et ce qui est très intéressant, c'est que lors de processus physiques, chimiques ou biologiques, on va avoir un fractionnement isotopique qui est la répartition différente de ces deux isotopes stables de l'azote, c'est valable aussi pour d'autres éléments chimiques, entre deux réservoirs ou entre deux composés ou entre deux phases, donc par ces processus physiques, chimiques ou biologiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce fractionnement, il est caractéristique le plus souvent d'une réaction chimique, et les processus du vivant vont fractionner les isotopes d'une façon qui leur est propre. Donc, il y aura toujours plus d'azote 14, qui est l'isotope majoritaire, et toujours moins d'azote 15, mais si on les représente ici par deux couleurs, eh bien, les processus physiques, chimiques ou biologiques vont changer un petit peu la répartition de ces deux isotopes. Donc ça, c'est intéressant, puisque si on connaît le fractionnement qui est induit par certaines réactions biologiques, en le mesurant dans l'actuel, eh bien, on va pouvoir mesurer dans l'ancien, savoir si dans l'ancien, cette réaction chimique existait. Et ce fractionnement isotopique, on l'exprime par une notation un peu barbare, qui est la notation delta, et donc qui est la différence de répartition des deux isotopes dans un réservoir, un composé ou une phase, par rapport à un standard. Donc on se réfère toujours à une composition standard, et pour l'azote, cette composition standard, c'est la composition de l'air ambiant, puisque qui est très riche en azote, et cet air ambiant, il est par convention à 0, donc à une différence de 0. Donc la composition de l'air ambiant, c'est la composition que vous avez au-dessus, et ça, c'est par convention à 0, et toute déviation de ce 0, c'est-à-dire tout changement de la répartition des isotopes, va induire un changement de notre delta de l'azote. C'est-à-dire que si on prend l'isotope lourd, donc si on a un delta qui est positif, ça veut dire que par rapport à l'air ambiant, on a plus d'azote 15 que dans l'air ambiant. Et si on a un delta qui est négatif, on a moins d'azote 15 ou on a plus d'azote 14, selon comment on le voit, que dans l'air ambiant. Donc c'est comme ça qu'on va mesurer ces processus physiques, chimiques ou biologiques grâce à cet indicateur géochimique. Et donc si on en revient à notre azote, je vous disais que l'azote, c'est intéressant parce que c'est impliqué dans beaucoup de molécules vivantes, mais ça va aussi faire le lien avec notre question qui est l'oxygénation, puisque l'azote, c'est un bon traceur des processus d'oxydation. Alors pourquoi ? L'azote, il est très abondant dans l'atmosphère, c'est le gaz le plus abondant de notre atmosphère, et cet azote atmosphérique, il est assimilable uniquement par certains groupes de micro-organismes qu'on appelle des diazotrophes, qui vont fixer cet azote et le rendre disponible pour tout le reste de la biosphère, pour les êtres vivants, dont nous. Et donc cet azote, il va arriver par l'atmosphère, il va subir un certain nombre de réactions chimiques dans la colonne d'eau, et ces réactions, elles vont avoir un fractionnement isotopique, dont je vous parlais juste avant, qui est caractéristique. Donc si on mesure les espèces azotées dans la colonne d'eau, eh bien, on va pouvoir savoir quelles réactions chimiques elles ont subies.
Or, certaines réactions sont dépendantes de la présence d'oxygène et d'autres non. Et puis, ce qui est très intéressant, ce qui est d'autant plus intéressant pour nous géologues, c'est que cette composition isotopique, elle va pouvoir être enregistrée dans le sédiment. Donc l'azote, une fois qu'il circule dans la colonne d'eau, il est présent, donc je vous l'ai dit, dans la matière organique, dans la matière vivante, et quand cette matière vivante, eh bien, elle va mourir, une partie va se déposer dans le sédiment, donc va se déposer au fond de la colonne d'eau et être préservée dans le sédiment, et on va pouvoir mesurer sa composition isotopique, et ça va nous indiquer quelle réaction a subi cette matière organique. Donc ici, je vous ai mis le cycle d'une manière un peu moins sympa, mais je vais passer vite. C'est juste pour vous dire que certaines réactions sont dépendantes de la présence de dioxygène et d'autres non. Donc dans le passé, en mesurant notre azote organique, qui est ici en bas à droite dans le sédiment, eh bien, selon la valeur de notre composition isotopique, on va pouvoir déterminer si on avait ou non de l'oxygène à l'époque, ou des réactions impliquant de l'oxygène. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on est passé d'un océan où il n'y avait pas d'oxygène, d'un océan anoxique, comme en haut à gauche, où on a certaines réactions qui se produisent et où on a une composition isotopique dans nos sédiments qui est à 0, donc la même valeur que l'air, à une valeur comme l'océan oxygéné actuel, que vous avez en bas à droite, où on a une valeur isotopique de l'azote qui est positive, qui est entre 5 et 10 pour 1000. C'est une notation en pour 1000. Donc, pour simplifier, pour faire très simple, si on a une composition isotopique dans notre sédiment qui est à 0, qui est la valeur de l'air, ça veut dire qu'on n'a pas de processus d'oxydation, donc qu'on n'avait pas d'oxygène dans notre environnement océanique. Et si dans le sédiment, on a une valeur des isotopes de l'azote qui est plutôt positive, voire très positive, eh bien, c'est qu'on avait des processus qui impliquaient de l'oxygène. Et ça, eh bien, ça va nous permettre de déterminer quand est-ce que potentiellement la planète s'est oxygénée, comment, en combien de temps, et puis à quels endroits ça s'est fait. Et éventuellement, si ça s'est fait, comme je vous le disais au début, de manière synchrone ou pas, c'est-à-dire que peut-être il y a des moments où on a eu de l'oxygène, et puis ensuite il n'y en avait plus, il a été consommé, ensuite il a été reproduit, etc. etc. Donc qu'est-ce que c'est unidirectionnel? Donc ça c'était la théorie. Maintenant, en pratique, comment on mesure les isotopes de l'azote dans des cailloux? Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Donc, si on part de nos cailloux de départ, donc ça, c'est les roches que je vous montrais avant. Donc, on a nos morceaux de cailloux. Il faut les scier en petits bouts pour ensuite les broyer sous forme de poudre. Donc ça, souvent, ça se fait avec une machine. Hein. Des fois, on le fait à la main, mais pas toujours. Donc, on va broyer nos roches sous forme de poudre. Ensuite, il va falloir extraire la matière organique qui est préservée en infime quantité dans ces roches. Et donc pour ça, on va dissoudre la matière minérale, qui est composée surtout de carbonate, de calcaire, et éventuellement de silicate. Et donc ça va se faire en mettant nos poudres de roche dans de l'acide, et en attendant un certain nombre d'heures, parfois en chauffant, pour récupérer eh bien, la matière organique restante dans les roches. Donc, je vous ai mis problème de très faible quantité d'azote. Il y a très peu de matière organique qui reste dans ces roches et très peu d'azote. Moins de 200 ppm, c'est-à-dire moins de 0,02%. Donc, il faut dissoudre une certaine quantité de cailloux pour arriver à récupérer ces quelques atomes d'azote. Et comme si ce n'était pas suffisant, ensuite, il va falloir analyser cet azote. Alors, l'azote qu'on va analyser, nos machines analysent uniquement du gaz, l'azote sous forme de gaz, sauf que nous, on a une poudre de cailloux. Donc, il va falloir transformer cette poudre en gaz. Le problème, c'est que l'azote, c'est le gaz le plus abondant de l'atmosphère. Donc, il va falloir éviter la contamination. Comment on va mesurer ces pouillèmes d'azote, ces pouillèmes de gaz,
si on les dissout dans tout cet azote actuel qui nous entoure. Donc c'est un processus qui est assez long, et voilà, ça prend du temps, c'est un peu compliqué. On va mettre notre poudre de roche qui contient de l'azote dans des petits tubes avec des réactifs. Et ces petits tubes, on va les connecter à une ligne d'extraction de gaz qui va faire le vide. En fait, on va faire le vide dans ces tubes pour enlever l'air ambiant. Parce que si on a de l'air ambiant, on a de l'azote de l'atmosphère, et ça va nous empêcher de mesurer l'azote de nos cailloux. Donc on va les connecter sur une ligne d'extraction de gaz que vous avez à droite. On va enlever l'air de ces tubes, donc il ne reste plus que du vide et que notre petite poudre de roche et nos réactifs. Et ensuite, on va sceller ces tubes à l'aide d'un chalumeau. Donc ça veut dire que dans nos tubes, qui seront scellés sous vide, que vous voyez ici à gauche, on aura uniquement notre poudre de roche et nos quelques réactifs. Plus d'air ambiant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer notre poudre qui contient différents éléments chimiques, dont l'azote, sous forme gazeuse. Et pour ça, on va faire tout simplement une combustion dans un four à moufle que vous voyez ici sur la droite, et qui va chauffer les échantillons à 900 degrés pendant plusieurs heures pour libérer le gaz à l'intérieur des tubes. Donc les tubes sont en quartz qui est résistant à ce type de chaleur. Et puis ensuite, c'est là qu'intervient la machine du scientifique fou. Donc cet ensemble de tuyaux, donc qui est toujours la même ligne d'extraction de gaz. Donc c'est un ensemble de tuyaux à l'intérieur desquels on a du vide, à l'intérieur duquel on pompe l'air atmosphérique. Donc il n'y a pas d'air atmosphérique dans cet ensemble de tubes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser nos petits tubes que je vous ai montrés avant dans cette ligne d'extraction de gaz. Et le gaz va circuler, on va séparer les différents types de gaz. On va enlever par exemple le CO2, la vapeur d'eau, pour récupérer uniquement notre diazote N2. Donc tout ça pour récupérer notre gaz. Et puis ensuite, notre gaz, on va l'analyser par spectrométrie de masse. Donc en utilisant cette grosse machine qui est un spectromètre de masse. Donc là, vous avez une représentation simplifiée. Donc on va ioniser notre échantillon. Enfin, tout ça, c'est la machine qui va le faire. Et puis, on a un endroit où on a notre flux d'ions, où les ions vont être accélérés. On a ici un gros aimant qui est représenté en noir, qui est le secteur magnétique, et qui va dévier nos différents atomes d'azote selon leur masse. Et je vous ai dit qu'il y avait une très très faible différence de masse entre notre azote 14 et notre azote 15, et ça va nous permettre de les séparer. Tout ça pour revenir à notre processus de base que je vous montrais ici, qui est donc l'obtention de notre delta, de notre composition isotopique. Et une fois qu'on a notre composition isotopique en azote, eh ben on va pouvoir se dire, on a des valeurs plutôt autour de 0 représentatives de l'air, donc pas d'oxygène, ou on a des valeurs plutôt positives, représentatives de réactions qui mettent en jeu de l'oxygène, donc on aurait la présence d'oxygène. Donc, je vais vous présenter des résultats qui ont été faits sur 3 formations géologiques différentes, qui sont datées à des âges différents, où j'ai fait toutes ces manips d'extraction d'azote et puis de mesure de cet azote dans les roches. Donc, idéalement, il nous faut des formations géologiques qui sont datées aux alentours du grand événement d'oxygénation. Donc, on va dire qu'on peut commencer par ici, et puis finir par là. Et puis si on analyse des roches de ces âges autour du grand événement d'oxygénation, on va pouvoir voir quand est-ce que les océans se sont oxygénés. Et si ça s'est fait au même endroit, au même moment partout. Idéalement, il nous faut des roches où on a des indices d'activité microbienne. Donc si on a des stromatolites, c'est encore mieux. Et puis, il nous faut des roches qui ont été le moins altérées possible pour leur âge, en sachant que, de toute façon, les roches archéennes ont toutes été cuites, ont toutes été chauffées, ont subi des augmentations de pression. Donc, on va essayer de faire du mieux possible, mais il y a toujours cette
cette altération potentielle. Donc, je vais vous présenter trois types de roches que j'ai étudiées. Donc, des roches d'Afrique du Sud qui sont âgées de 3,4 milliards d'années. Des roches toujours d'Afrique du Sud, pas exactement du même endroit, mais pas très loin, qui sont âgées cette fois de 2,5 milliards d'années. Et puis, des roches du Brésil qui sont âgées de 2,7 milliards d'années. Donc ça ratisse un petit peu toute la période autour du grand événement d'oxygénation en termes d'âge. Et puis, on a différents endroits, spatialement, c'est assez bien réparti. Et on va regarder ce qu'on y voit. Ah oui, et on pourra comparer avec des données qui ont déjà été obtenues par d'autres chercheurs qui proviennent d'Australie. Donc le premier cas, c'est des roches d'Afrique du Sud qui sont les plus âgées, 3,4 milliards d'années. Donc là, on est quand même bien avant le grand événement d'oxygénation. Et on va voir ce qu'on y trouve. Donc c'est des roches qui appartiennent à la formation géologique du Buck Rift Chert, donc qui est située dans le craton de Cap-Val en Afrique du Sud, que vous voyez ici sur la photo sur la représentation schématique du haut à droite. Et donc c'est pas loin de Barberton en Afrique du Sud. Donc ici vous avez une photo de l'affleurement géologique et puis une photo de ces roches en bas à gauche. Et puis dans ces roches ont été décrits des films potentiellement microbiens, donc c'est d'autant plus intéressant de regarder les indicateurs chimiques. Donc c'est des roches qui proviennent, alors ici vous avez un échantillon qui a été trouvé sur le terrain, mais moi j'ai analysé des roches qui proviennent d'un forage continental, qui a été fait à visée scientifique. C'est un forage qui fait 900 mètres de profondeur. Donc ici vous partez du plus ancien et à mesure qu'on remonte, on va vers le plus récent. Donc les profondeurs, les moins profondes sont du plus récent, les plus profondes du plus ancien. Et c'est des roches qui sont surtout silicifiées, mais dans lesquelles on retrouve un petit peu de matière organique qu'on va pouvoir analyser. Et la conclusion qu'on a fait de cette étude, alors ici je vous ai mis le schéma, mais je ne vais pas détailler tous ces processus, c'est que dans ces roches, la signature isotopique en azote, elle était surtout contrôlée par la disponibilité en fer, donc dans l'environnement, et pas par l'oxygène. Donc dans ces roches, on n'a pas observé de traces d'oxygène. Donc cas d'étude numéro 1, nos roches d'Afrique du Sud, 3,4 milliards d'années, on n'a pas observé de traces d'oxygène. L'absence n'est pas une preuve, mais en tout cas, on n'en a pas vu dans ces 900 mètres de roche. Donc, j'ai regardé un deuxième cas d'étude, toujours des roches d'Afrique du Sud, pas exactement du même endroit, et surtout beaucoup plus jeunes, 2,5 milliards d'années. Donc si on reprend la frise à droite, on serait en plein dans le grand événement d'oxygénation. Ces roches, elles ont été forées, donc là cette fois c'est un petit forage qui a été fait à la main par des collègues du laboratoire, donc c'est un forage qui fait à peu près 1,50 m de profondeur, qui a été fait lors d'une campagne de terrain à l'automne 2019. Et c'est des roches qui proviennent de la plateforme carbonatée donc qui s'appelle Campbell Rand Malmany. Ici, vous avez une carte schématique d'Afrique du Sud avec l'emplacement de ces roches. Donc nous, on était plutôt sur la carte, ici vers le AE, tout en haut à droite, dans le sous-groupe de Malmany, donc en Afrique du Sud. Et c'est un endroit qui est très beau parce que on retrouve ces dômes stromatolithiques, donc ces potentiels restes de tapis microbiens, qui sont parfois très grands, parfois très petits. Sur la photo du haut, vous avez vraiment, vous voyez, ces grands dômes qui sont d'une épaisseur métrique. Vous avez la personne sur la photo qui vous donne l'échelle, donc ça fait peut-être 5 personnes de hauteur, donc c'est très grand. Et on a aussi ces structures, ces stromatolites, de plus petite taille, donc vous voyez ici en bas, que ce soit à gauche ou à droite. Donc on se dit que c'est un bon candidat pour trouver des traces d'oxygénation, puisqu'on a ces structures
très certainement microbiennes qui sont préservées. On s'attend donc à trouver des traces d'oxygène données par les isotopes de l'azote. Et nos résultats, c'est qu'on a des valeurs isotopiques de l'azote qui sont centrées autour de 0, donc qui ne montrent pas de traces d'oxygénation. En gros, on a un sédiment qui est à 0 pour 1000, c'est-à-dire le scénario d'un océan où on n'aurait pas d'oxygène. Donc, potentiellement, c'est une déception, mais finalement, tout est intéressant. On essaie de s'interroger sur pourquoi on n'observe pas de traces d'oxygène dans cet environnement. Alors peut-être que ces micro-organismes, si ça en était, réalisaient un type de photosynthèse qui n'utilise pas d'oxygène, ce qui est possible. Peut-être qu'on a ce qu'on appelle de l'oxygène cryptique, c'est-à-dire que peut-être qu'on a eu de l'oxygène de produit, mais que cet oxygène a été consommé en totalité par ces micro-organismes, et que donc s'il est tout produit et tout de suite consommé, on ne l'a pas enregistré dans nos isotopes. Peut-être qu'on avait un milieu qui était très peu profond et qui était fermé sur l'océan. Donc ça veut dire que peut-être que ce n'est pas le contexte géologique idéal pour enregistrer l'oxygénation de l'océan. Ou peut-être, tout simplement, qu'on n'avait pas d'oxygène à cet endroit et à ce moment-là. Donc dans notre cas d'étude numéro 2, nos roches d'Afrique du Sud âgées de 2,5 milliards d'années, on ne voit pas de traces d'oxygène non plus. Dernier candidat, les roches brésiliennes, donc qui sont âgées de 2,7 milliards d'années. Donc là, c'est pas mal, on est entre, en termes de temps, on est entre les roches que je vous ai présentées au début et celles que je viens de vous présenter. On est entre le 3,5 et le 2,5. Mais on n'est pas au même endroit. Donc c'est une formation géologique qui se situe en Amazonie. Donc c'est pareil, là c'est des roches qui viennent de forage. On est au milieu de la forêt amazonienne, dans une formation géologique qui s'appelle Serra Sul. Et c'est des sédiments qui ont été déposés donc, dans des environnements peu profonds à profonds. Ici vous avez une représentation du dépôt des sédiments à l'époque. Donc on a des sédiments qui se sont déposés certainement un petit peu sur la pente, et puis certainement dans des environnements un petit peu plus profonds. Donc ça ressemble à ça. On a des endroits avec beaucoup de matière détritique, donc qui a pu arriver un petit peu du haut de cette pente, et puis des endroits avec des roches plus finement laminées, comme vous voyez en haut à droite, et qui seraient plutôt représentatives de dépôts dans des zones plus profondes. Et dans ces roches brésiliennes, on observe des valeurs isotopiques de l'azote qui sont très positives, qui sont même extrêmes, d'une ampleur qui n'a jamais été mesurée à d'autres moments au cours de l'histoire de la Terre. Donc, je vous disais que on avait souvent des valeurs qui étaient jusqu'à 10 pour 1000 dans notre delta quinzaine, et là on a des valeurs jusqu'à 30. Donc c'est vraiment des valeurs isotopiques qui sont très positives. Et je vous les ai remis en rouge ici sur ce diagramme donc de toutes les mesures d'isotopes de l'azote qui ont été faites au cours du précambrien. Donc elles sont ici en rouge, et vous voyez que, on n'en a jamais mesuré au cours des temps géologiques d'aussi positives, sauf celles qui sont en bleu juste derrière, donc exactement au même moment, dans une formation géologique qui se situe, elle, en Australie, et dont les valeurs avaient été mesurées par des chercheurs en 2011. C'est dans le craton de Pilbara en Australie, donc dans la formation de Tumbiana, où on avait des beaux stromatolites, comme sur la photo A, là, ces beaux dômes, potentiellement de tapis microbiens. Donc, l'hypothèse qu'on a, c'est que à ces deux endroits, à ce moment-là, autour de 2,7 milliards d'années, on a des processus d'oxygénation qui se produisent et qui fait qu'on serait plutôt dans le scénario B que je vous ai montré tout à l'heure, où on oxygène progressivement la colonne d'eau océanique et où on va créer ces valeurs
préserver ces valeurs positives dans le sédiment. Donc on aurait une oxygénation des environnements à cette époque, au moins en 2 endroits de la planète, donc Australie et Brésil, même si la configuration des continents n'était pas la même. Donc au moins à 2 endroits, on aurait ces traces d'oxygénation. Donc si je résume, ces 3 cas que je vous ai montrés, en Afrique du Sud, dans les roches que j'ai regardées à 3,4 milliards d'années, on ne voit pas de traces d'oxygène. Toujours en Afrique du Sud, beaucoup plus jeune, 2,5 milliards d'années, on n'a pas vu non plus de traces d'oxygène. Alors qu'ici au Brésil, et c'était la même chose en Australie, je vous l'ai pas remis, dans des roches âgées de 2,7 milliards d'années, eh bien, on observe a priori des traces d'oxygénation. Donc ça veut dire quoi? Finalement, quelles conclusions on peut en tirer sur notre oxygénation à l'échelle planétaire? Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, l'absence de quelque chose n'est jamais une preuve. Donc on pourra toujours dire, tant qu'on n'a pas trouvé de traces d'oxygène à ces endroits à ce moment-là, il faut continuer de chercher parce que peut-être qu'on n'a pas très bien regardé, peut-être que finalement on prendrait les roches 100 mètres plus loin qui sont datées au même âge, peut-être qu'on en trouverait. Donc ça n'empêche pas de continuer les recherches. Ça, c'est la première hypothèse. L'absence n'est jamais une preuve. Mais en tout cas, si on peut faire quelques conclusions avec ces 3 exemples, c'est que l'oxygénation de la planète, elle a peut-être été non linéaire. Donc, si on trouve de l'oxygène entre 2 moments où on n'en trouve pas, c'est que peut-être on a produit de l'oxygène, il a été consommé, et on en a reproduit, etc. etc. Donc peut-être que ce n'est pas une courbe qui serait linéaire au cours des temps géologiques. La deuxième hypothèse, qui n'est pas incompatible avec la première d'ailleurs, c'est que l'oxygénation, elle n'a peut-être pas été synchrone à l'échelle de la planète. On a peut-être eu des endroits qui ont été privilégiés pour la production d'oxygène, et puis c'est à partir de ces endroits que progressivement la Terre s'est oxygénée. Et ça, c'est une théorie qui est déjà en vogue depuis un certain temps, c'est la théorie des whiffs of oxygène, c'est-à-dire des bouffées d'oxygène. Donc on aurait des petits bouffées d'oxygène comme ça à différents moments de l'histoire de la Terre, avant qu'il y en ait assez pour oxyder tous les océans et toute l'atmosphère. Et puis, la dernière chose que je vous ai mis, c'est que là, je vous ai parlé d'un indicateur qui est l'azote et qui sont ces isotopes de l'azote, mais tout ça, c'est à mettre en parallèle de plein d'autres indicateurs. Et c'est ça qui est le plus dur en géologie, c'est d'avoir différents indicateurs, certains du sédiment, certains de l'océan, certains de l'atmosphère, à un même endroit, et d'arriver à faire une histoire cohérente avec tout ça, ce qui est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours avoir de plus en plus d'indicateurs. Alors, la morphologie, ça ne suffit pas, mais c'est quand même indispensable en premier abord. Et puis, plein d'indicateurs chimiques ou géochimiques différents qui vont nous permettre progressivement de reconstituer une histoire de plus en plus précise. Et je vous ai mis ce petit diagramme un petit peu pour rire de cette personne qui vise une cible en tirant à l'arc. Il tire dans un arbre qui est tout à côté et finalement il dessine une cible autour de sa flèche. Et je trouvais que c'était une bonne conclusion parce que ça représente bien, à mon avis, ce qu'est la recherche, c'est-à-dire on a une question de base, on cherche quelque chose. Pour une question qu'on a, on découvre non pas une réponse, mais 10 autres questions, et puis c'est ainsi que se construit la science. Donc pour terminer, je vous remets les petites recommandations si vous souhaitez explorer ces sujets. Donc la très bonne conférence de Julie Cosmidis à la Société française d'exobiologie qui est disponible sur YouTube et puis sur le site de la SFE, donc qui s'intitule « Recherche de traces de vie microbienne, attention aux faux amis » et qui est très importante notamment pour l'application de ces traces de vie à d'autres planètes comme Mars. Toujours dans les webinaires de la SFE, une autre conférence qui est très intéressante, qui s'appelle « Enquête de la vie dans le système solaire, espérance et déception ». J'ai beaucoup aimé le titre, j'ai aussi beaucoup aimé la conférence.
Pareil, c'est comment on peut appliquer cette quête de la vie dans le très ancien au très lointain, parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre le très ancien temporellement et le très lointain. Et puis, si vous êtes intéressé par l'oxygène ou par les premières périodes de l'histoire de la Terre, je vous recommande plusieurs livres. Le premier, c'est Oxygen de Donald Canfield. C'est un très bon livre de vulgarisation. Le seul problème, c'est qu'il est en anglais. Donc, malheureusement, ça s'adresse à vous que si vous maîtrisez un minimum l'anglais. J'espère que peut-être un jour il sera traduit. Un autre très bon livre qui ne s'intéresse pas uniquement à l'oxygénation, mais qui s'intéresse à toute cette première période de l'histoire de la Terre qui est le précambrien et qui en fait représente 75% ou plus de notre histoire, qui est un livre de Jean-François Deconinck qui travaille aussi au laboratoire Biogéosciences. Et puis un livre qui devrait paraître bientôt, dans lequel j'ai écrit un chapitre sur les isotopes de l'azote, mais qui est un livre collectif où beaucoup de chercheurs ont écrit des chapitres très très intéressants et qui porte sur les interactions géosphère-biosphère, donc les interactions entre le vivant et la géologie qui sont partout et ont certainement une place depuis très longtemps. Donc ça devrait paraître, alors je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou plus tard, mais en tout cas le bouquin est fini et il va arriver chez l'éditeur. Et puis pour finir, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et puis je suis disponible si vous avez des questions.